Notre objet du jour, c'est l'image, toujours, mais plus précisément l'image dans le cinéma, et plus précisément encore, j'ai choisi cet objet de réflexion qui est le simulacre au cinéma. Le simulacre au cinéma. Le simulacre qui est une modalité de l'image. Le simulacre est une image, mais toute image n'est pas un simulacre. Donc je m'arrête un instant sur ce point, et je vais m'arrêter sur ce point à partir de l'expérience que nous offre le cinéma lui-même. Bon, le cinéma, c'est une invention récente, en fait. Le cinéma date de 1895, c'est les frères Lumière qui inventent le cinéma, ce qui est déjà incroyable. Enfin, les inventeurs du cinéma s'appellent Lumière. C'est quand même déjà d'emblée... l'histoire du cinéma est ancrée dans quelque chose qui est vraiment tout à fait singulier. Les frères Lumière inventent le cinéma, et l'un des deux frères Lumière, Louis Lumière, a réalisé un film, L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Le film date de 1896. Donc c'est dès l'invention du cinéma. 95, le cinéma est inventé. 96, diffusion publique de ce film. C'est un film, hein. C'est un film puisqu'il y a un montage, il y a un cadrage d'ailleurs très, très malin, très intelligent. Certains disent que dès ce premier film, on a déjà un très grand nombre de techniques de prise de vue cinématographique en ce qui concerne le placement d'une caméra, le cadrage, etc. Ça a été fait... par exemple, Méliès avait filmé un train aussi, enfin, filmera un train aussi, mais il le filmera avec la caméra comme ça, et le train passant devant, ce qui donne une impression un peu plate. Alors que Louis Lumière, lui, filme le train avec une caméra placée avec un angle de vue qui donne vraiment un sentiment de profondeur de champ, vous voyez, de perspective très, très, très importante. Alors pourquoi j'évoque ça ? Parce que ce premier film a été diffusé en public, comme là ce soir, et, dit-on, les personnes ayant assisté à cette première projection ont été saisies de panique. Donc les gens se seraient levés, certains se seraient trouvés mal, certains ont eu l'impression que le train leur arrivait dessus. Bon. Alors, cette idée que le cinéma puisse produire des effets comme ça sur le public, comme si l'image n'était pas seulement l'image de ce dont elle est l'image, mais comme si l'image était la réalité même de ce dont elle est l'image. Vous voyez, une image, c'est quelque chose qui renvoie à autre chose. L'image est toujours l'image de quelque chose. Bon, mais quand l'image renvoie à quelque chose, c'est une image. Mais lorsque l'image de quelque chose est saisie comme si l'image était la chose elle-même, alors l'image devient le simulacre. Donc, la scène de panique que j'évoque là, c'est une scène qui renvoie à cette idée que dès le départ, le cinéma a semblé pénétré par le monde des simulacres. Comme si le public avait vu un train arriver dans la salle où il se trouvait. Alors ça, c'est des choses qui circulent, on le sait. Par exemple, en 1973, lorsque Friedkin réalise L'Exorciste. Alors moi, je me souviens, j'étais très jeune à l'époque, mais j'étais déjà là. Et en 1973, on entendait dire que les gens se trouvaient mal dans la salle au moment de la diffusion de L'Exorciste. Certains se seraient levés, un spectateur se serait levé et se serait précipité sur l'écran. Un autre aurait jeté des chapelets sur l'écran, comme s'il avait vu le diable en personne, voyez, dans la salle de cinéma. Friedkin, le réalisateur, dit que pour certaines projections, il y avait une ambulance à la sortie qui était là pour récupérer l'état de santé de ceux qui avaient assisté à ce film, dont tout est dans le titre, hein, L'Exorciste. Donc c'était un film d'horreur. Bon. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs dans ce film, c'est que... bon, c'est un film impressionnant, bien fichu, hein, mais Friedkin est quelqu'un de très malin, parce que la jeune fille possédée, qui a suscité, dit-on, de telles terreurs chez le spectateur, avant d'être dans le film présentée comme une jeune fille possédée par le démon, est d'abord présentée comme une jeune fille souffrant de troubles dont on cherche l'origine. Et une scène situe cette jeune fille dans un hôpital, elle va subir des examens médicaux, donc on voit une espèce de machine qui vient scruter son cerveau, son corps, etc. Et pour ceux qui ont vu le film, c'est peut-être la scène la plus terrifiante du film, en fait. Donc l'univers de la technique, nous dit Friedkin, est un univers absolument terrifiant. La gamine, au milieu de ces machines-là, est absolument terrifiée. Alors le démon va arriver après, dans le film, il est terrifiant aussi. Mais enfin, la technique est déjà en elle-même un moment très très éprouvant quand on regarde le film. Donc vous voyez...
Là, j'évoque deux films qui auraient produit chez le spectateur le sentiment, non pas de la présence d'une image renvoyant un objet, mais le sentiment de la présence même de l'objet dont l'image est censée être la copie. Et là, dans ce cas de figure, l'image ne serait plus simplement une image, mais bien un simulacre. Le simulacre, c'est ça. Je perçois une image, mais je perçois l'image comme si elle n'était pas une image, mais comme si elle était l'objet dont elle est l'image. Bon, plus récemment encore, là, il y a un film qui vient de sortir il y a quelques semaines, qui s'appelle Terrifier 3, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça dans la presse, et il a été interdit aux moins de 18 ans, ce qui arrive jamais en France. Les films d'horreur, en général, sont interdits aux moins de 16 ans. Dans ma génération, c'était 13, après c'est passé à 16, bon, ça a eu des variations. Là, 18. Bon. Et alors, même chose, autour de ce film, il y a comme ça, on nous dit que certains se sont trouvés mal, qu'il y a eu des malaises, que, vous voyez. Donc, il y a une répétition comme ça dans l'histoire du cinéma, de ces films qui se présentent, dont on nous présente d'ailleurs la réalité, comme si ils étaient inquiétants par le fait que quand on les voit, on ne verrait pas tout à fait une image, mais on verrait l'objet dont ils sont l'image. Ça a produit dans les années 70 des rumeurs, d'ailleurs. Un réalisateur qui s'appelle Fucci avait réalisé un film en Italie. Alors là, ça, c'est les années 70, de mémoire, qui s'appelait Le Venin de la peur. Et il s'est retrouvé au tribunal parce qu'il y a une scène avec des chiens qui sont présentés dans une espèce de scène très bizarre de machinerie technique qui domine ces animaux qui sont présentés comme dans un laboratoire. Bon. Et donc, ça a été interprété comme de la barbarie à l'égard des animaux. Et en fait, c'était des robots, c'était des machines. Donc, il a dû présenter devant le tribunal les objets en question pour dire on n'a pas fait de mal à des chiens. Voyez. Mais ceux qui ont vu le film ont dit donc c'est comme s'ils avaient affaire à une réalité, non pas à la représentation d'une réalité. Plus grave encore, plus inquiétant encore. Ça nous vient d'Italie aussi, un réalisateur qui s'appelait Deodato avait fait un film. Alors, c'est pas un film que je conseille, hein, mais c'est un film qui existe, donc j'en parle, mais je vous dis pas, il faut aller voir ce film. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est un film dont le titre déjà est éloquent, ça s'appelle Cannibal Holocaust, donc tout est dit. Le scénario est ainsi fait, des personnes trouvent des bandes de cinéma, et donc ils regardent ces bandes de cinéma. Et donc c'est une image dans l'image. Donc c'est un film, puis vous regardez un film. Bon. Mais comme ce sont des bandes de cinéma qui ont été tournées par des gens, vous voyez ceux qui ont vécu, ceux qui ont tourné. Enfin, c'est ça le scénario. Et donc il y a un effet réaliste, vous voyez, c'est ce que les scénaristes aujourd'hui appellent les found footage, c'est-à-dire on trouve une cassette vidéo, on la met dans la machine et on voit quelque chose. Et on voit ce que celui qui a tourné le film a vécu, vous voyez. Bon, mais alors c'était tellement réaliste que, du coup, la rumeur a couru qui disait que les acteurs étaient morts, vraiment. Donc il y a eu un procès, donc il a fallu faire témoigner les acteurs en disant « Mais non, on est vivants, c'est du faux, ça n'existe pas. » Mais voyez, là, alors évidemment, là je me situe dans un domaine particulier, que le domaine des films d'horreur, mais j'ai commencé par l'arrivée du train, dans la gare de La Ciotat. Donc il y a quelque chose dans l'image au cinéma qui donne le sentiment qu'on a accès à autre chose qu'une image. Parce que l'image au cinéma, elle a quand même une dimension réaliste assez frappante. Bon, je m'arrête un instant. Dans ce que j'ai dit, il y a beaucoup de rumeurs. Renseignement pris, lorsque Louis Lumière a diffusé son film, non, il n'y a pas eu d'effet de panique. Non, c'est pas vrai. Il y a eu une inquiétude, il y a eu ce que un cinéaste américain appellerait aujourd'hui une sorte de jump scare, quoi. C'est-à-dire on sursaute parce qu'on s'y attendait pas. Vous voyez, mais les gens sont pas sortis de la salle en hurlant. D'ailleurs, l'écran qui a permis de diffuser le film, ce qu'on sait, d'après ce que l'on sait, était petit. Vous voyez, il était attaché entre deux portes, il n'était pas très grand. C'est pas un grand écran, c'est pas ce que vous avez dans un cinéma contemporain avec des écrans géants, une qualité d'image extraordinaire. Donc, bon, les gens étaient surpris, mais c'est drôle que la rumeur ait été que les gens aient pu être paniqués. Je parlais de l'exorciste à l'instant. Dans ce film-là, oui, est-ce que les gens sont évanouis? C'est comme Terrifier 3, là, la rumeur, oui, les gens s'évanouissent au cinéma. Bon, en tout cas, Fred King entretient la rumeur. Oui, c'est pas mauvais pour le film. Vous voyez, Terrifier 3 est interdit au moins de 18 ans. La rumeur, c'est que des gens se sont trouvés mal, mais ça fait un carton, là, alors je vous parle. C'est incroyable, un film d'horreur qui est resté en salle pendant plus d'un mois et demi. Moi, j'étais à Cannes il n'y a pas quelques jours. Le film était sorti, je ne sais pas combien de temps, il était encore diffusé. Je n'en revenais pas. Donc, bon, vous voyez, l'idée que le cinéma produise des effets, c'est aussi une idée qu'on peut entretenir à des fins un peu commerciales. Mais, si on peut croire, si on peut adhérer un tant soit peu à l'idée, c'est qu'on sait tous que l'image au cinéma est malgré tout une image particulière. Vous voyez, sinon ça ne prendrait pas.
D'ailleurs, moi-même, alors, les films dont je vous parlais, là, L'Exorciste, j'étais trop petit, Les Frères Lumière, j'étais pas là. Les films de Deodato, là, c'est les années 80. En France, ces films-là sortaient pas en salle, ils étaient quand même censurés, ou ils sortaient en cassette VHS plus tard, dans les années 90. Il y en a un qui s'est nourri de tout ça, c'est Tarantino. Hein. Tarantino a regardé tous ces films dont je vous parle, là, qui sont des films un peu, ce qu'on appelle du cinéma de genre italien, et ça a donné le cinéma que vous voyez, il a même eu la Palme d'Or au Festival de Cannes, en se nourrissant de ce cinéma-là, mais qui passait pas dans les salles, et quand il passait dans les salles en France, ils étaient censurés. On coupait des morceaux, donc ça, bon. En Italie, non, ça passait, mais il faut dire aussi que c'était les années de plomb, hein, vous voyez, le terrorisme se déferle en Italie, le sang coule à flot, il y a les brigades rouges, etc. C'est un peu compliqué d'accuser les cinéastes de véhiculer la violence quand la violence est dans les rues. Vous voyez, donc c'est un peu comme après la guerre du Vietnam. Si vous voulez, après la guerre du Vietnam, c'est un peu compliqué de dire aux cinéastes qu'ils sont la cause de la violence. Vous voyez, parce que, bon. Donc il y a une espèce de période comme ça, années 70-80, où le cinéma est vraiment très, très libéré, mais pas en France. Hein. En France, nous, on a quand même toujours eu cette tentation de regarder les choses de plus près. Mais donc, moi, ces films-là, je les ai pas vus en salle à l'époque, hein, je n'avais pas l'âge. Mais en revanche, il y a un film que j'ai vu en salle quand j'étais étudiant, et j'ai observé effectivement des réactions très fortes sur le public, avec des gens qui sortaient pendant le film. C'est un film de Pasolini, dont le titre, c'est la reprise d'un titre d'un roman de Sade, qui s'appelle Salo, les sauvages journées de Sodome. Et moi, j'étais étudiant, j'étais voir ce film. C'était dans un ciné-club à Nantes à l'époque. Il devait y avoir, je sais pas, 50 personnes, quelque chose comme ça, mais assez rapidement, je dirais, au premier tiers du film, c'est un peu douloureux, il y a 3 cercles. Le deuxième tiers, alors là, ça y est, c'est parti. Les gens commençaient à sortir, dont certains en éprouvant un sentiment de colère un peu. Enfin, oui, le film provoquait un sentiment d'agressivité. Alors moi, je suis resté jusqu'au bout. D'ailleurs, il y a des films, ça arrive, hein, celui-là, moi, ça m'est arrivé, on reste jusqu'au bout, mais on se demande ce qu'on fait là. Vous voyez, on se demande pourquoi on s'inflige ça. Vous voyez, et c'est pas... la question n'est pas pourquoi je me l'inflige, parce que je m'ennuie, c'est pas ça. On s'ennuie pas, hein, on s'ennuie pas, c'est pas ça. Mais c'est un cinéma douloureux. Et en fait, Pasolini fait ce film pour cette raison-là. Il s'agit de faire un film douloureux. Il ne s'agit pas de faire un film reprenant Sade et en proposant une version un peu édulcorée, touchant une espèce d'érotisme un peu bon teint. Pas du tout. Hein. Pasolini, c'est une thèse politique qui touche à la société de consommation. Il met en scène Salo, les 120 journées de Sodome, il met en scène le roman de Sade dans l'Italie fasciste. Les tortionnaires sont des dignitaires fascistes dans la petite ville de Salo, au moment où les dignitaires fascistes se sont réfugiés là parce qu'il y a eu le débarquement américain, et d'un seul coup, la violence se déchaîne, mais une violence qui fait de la douleur de l'autre la source d'un plaisir, c'est ça. Bon. Et donc, alors, c'est un film qui donne le sentiment qu'effectivement, on assiste à quelque chose qui est quand même pas tout à fait normal. Pour ça, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, je vous parle de ce film. Je vous dis, le film existe. Vous voyez, jamais dans ma vie, je ne dirais à quelqu'un, il faut aller voir ce film. Non, mais après, c'est un choix personnel. Mais c'est un film, quand on le voit, là, le simulacre au cinéma, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on se demande ce qu'on regarde. Vous voyez, est-ce que je vois une image me renvoyant à quelque chose, ou est-ce que je ne suis pas déjà en train d'assister à quelque chose de problématique. Donc, donc, ce que j'évoquais avec le train, d'accord, c'est une rumeur, mais c'est pas par hasard. Si la rumeur prend un peu, c'est que nous savons bien que le cinéma nous propose des images qui sont d'une nature singulière. Il y a dans le cinéma quelque chose qui d'emblée donne le sentiment d'accéder à un objet. Regardez, la photographie déjà avait donné ce sentiment-là. Avec la photographie, on saisit un instant sur un support photochimique. Donc on saisit l'instant. Puis après, au développement, on voit apparaître l'instant qui a été saisi avec des contours qui sont extraordinairement précis. Extraordinairement précis. La photographie a certainement tué le portrait traditionnel, puisque la photographie rendait inutile le portrait, même si le portrait n'est pas la photographie. Hein. Vous prenez un portrait d'une toile de Ingres, par exemple, la princesse de Breuil, que vous connaissez certainement, c'est cette jeune femme avec une robe bleue absolument extraordinaire. La princesse de Breuil, peinte par Ingres, c'est un portrait, mais c'est un portrait qui s'intéresse assez peu au personnage dont il est le portrait. Parce qu'en réalité, quand vous regardez la toile de Ingres, vous ne voyez pas la jeune femme, la princesse de Breuil, vous voyez une robe. Et d'ailleurs, je dis vous voyez une robe, c'est même pas sûr que vous la voyez. C'est-à-dire que cette robe de soie bleue est tellement extraordinaire que vous avez même le sentiment de la toucher, de l'entendre. Vous entendez le crissement de la soie.
puisque cette robe affleure un fauteuil lui-même revêtu d'une soie mordorée, et la soie bleue contre la soie mordorée, vous l'entendez, vous la touchez. Donc Ingres, en vous montrant quelque chose, vous invite à entendre quelque chose. Or, la vue n'entend rien. La vue voit, mais elle n'entend rien. Et elle ne sent rien, comme le toucher. Donc si la toile de Ingres vous fait entendre et sentir la soie, ça veut dire que la toile de Ingres fait appel à votre âme, et non pas à votre vue. Mais peut-être que la photo aussi peut faire appel à l'âme, et pas seulement à la vue. Vous voyez ? Mais en tout cas, la photo, dans ce caractère de saisie de l'instant sur un support comme ça, argentique ou photochimique d'abord, puis maintenant numérique, la photo donne le sentiment de capter une partie de la réalité, et ensuite de donner au spectateur la possibilité de saisir l'objet lui-même. Vous voyez, comme si c'était à l'objet que j'avais affaire. Et d'ailleurs, dès l'invention de la photo, on a développé aussi les photos stéréoscopiques, avec des appareils qui permettaient non seulement d'avoir la photographie, mais le relief, avec le sentiment de profondeur, etc. Mais tout de suite, assez rapidement. Donc les techniques se sont développées rapidement. Alors, déjà, la photo donne ce sentiment que l'image, par moment, n'est plus seulement l'image, mais ce dont elle est l'image. Vous voyez, donc là, on est avec le simulacre. On pensera par exemple au fait que dans les tombes des pharaons en Égypte, lorsqu'on peignait un soldat en armes, on peignait toujours dans la cuisse du soldat une dague ou un couteau planté dans la jambe. Pourquoi ? Parce qu'il fallait protéger Pharaon de ce soldat qui, dans l'au-delà, pourrait très bien venir l'attaquer. Donc, vous voyez, pour un peintre égyptien, l'image peut être aussi ce dont elle est l'image. Donc il faut s'en méfier, il faut faire attention. Et avec la photo, la chose est vraiment prégnante. Et alors avec le cinéma, on ne saisit plus simplement l'instant, puisque le cinéma, en saisissant le mouvement, saisit non seulement l'instant présent, figé, arrêté, dans une temporalité qui fait que cet instant dure, mais il dure comme un instant qui reste un instant, comme un éternel présent. Le cinéma, lui, va saisir la durée. Et donc, il saisit non seulement quelque chose qui s'est déroulé, qui a eu lieu dans l'espace, mais il saisit quelque chose qui s'est déployé dans une temporalité. Et donc, en saisissant à la fois l'espace et le temps, le cinéma saisit quelque chose qui est de l'ordre de notre expérience même, expérience qui est à la fois spatiale. Les êtres sont devant moi, ils occupent un espace, ils se distribuent dans l'espace, et en même temps dans une temporalité, puisque ces êtres se distribuent dans une durée autour de moi, en moi aussi, puisque je saisis de mon être quelque chose qui est de l'ordre d'une temporalité. Donc le cinéma, là, accroît ce sentiment qu'en ayant accès à l'image, on a accès à ceux dont l'image est l'image. Comme si le cinéma, par nature, touchait au simulacre. Raison pour laquelle le cinéma, d'emblée, pourrait paraître inquiétant. Vous voyez, j'évoquais à l'instant ce film, qui est un film de divers... Alors, du coup, j'ai été le voir. J'aime bien parler de ce que j'ai vu. Tout ce que je vais évoquer là, je l'ai vu. Voilà, comme ça, sinon, on a dit que... Et l'entrée du train dans la gare de La Ciotat, je l'ai vu, vous l'avez vu. Je n'ai pas eu envie de courir dans la pièce, mais on pourrait dire, oui, mais c'est parce que vous êtes habitué aux images, etc. Mais renseignement pris, j'ai un peu cherché, Non, on n'a pas couru. Bon, simplement, on a un peu sursauté. Bon, donc, j'ai été voir ce film. Bon, oui, bon, ça on appelle du gore. Bon, le gore, comment qualifier ça ? On pourrait dire du gore que c'est une transe esthétique. Vous voyez, le gore, c'est un cinéma qui s'adresse plutôt aux jeunes gens, le sang coule à flot, etc. Mais c'est du grand guignol. Il y a une tradition française du grand guignol au théâtre qui a toujours existé, on coupait des têtes, etc. Vous avez retrouvé ça ? Il y en a... Oh, ça fait scandale en soi. C'est une tradition, vraiment. Vous avez retrouvé ça au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, avec la scène, avec la décapitation, tout ça, le groupe de métal qui joue le truc. Bon, c'est une évocation de ce qu'on appelait le grand guignol. On allait au théâtre au début du XXe siècle et on allait voir au théâtre le sang qui coulait à flot, etc. Personne, à aucun moment, n'a cru que celui qui était sur la scène était décapité ou torturé. Personne. Vous voyez, ça supposait simplement une culture. Donc, ce film-là que j'ai vu, je dis pas que c'est pas un grand film, c'est pas ça, mais bon, c'est du grand guignol, quoi. C'est une transe esthétique, transe au sens où ça s'adresse simplement au corps, et ça provoque des effets quand même, on est rebuté, on est dégoûté, mais on rit aussi. À partir du moment où on a compris que c'est une image, ça devient drôle. Sinon, c'est pas drôle. Vous voyez, si on on oublie que c'est une image, là, on rit plus. Mais si on sait que c'est une image, il y a même une dimension comique d'un personnage qui est finalement une mimique, des gestuels, cette espèce de clown qui se déplace et qui se déplace
dans un mouvement qui ressemble à la fois à ceux du mime Marceau, mais à ceux de Charlie Chaplin aussi, en fait. Si on regarde bien, il y a quelque chose comme ça. Donc le cinéaste s'amuse. En fait, il s'amuse. Tout le monde s'amuse sur le plateau, le cinéaste, les acteurs, tout le monde rigole. Les seuls qui rigolent pas, c'est ceux qui regardent le film et qui l'interdisent aux moins de 18 ans. Mais peut-être parce que... Alors peut-être pour de bonnes raisons d'ailleurs, c'est qu'il y a un niveau de violence tel dans le monde que nous vivons qu'on finit par craindre que l'image, à son tour, engendre de nouvelles violences. D'ailleurs, c'était l'argument juridique. Ce film n'est-il pas propre à inciter à la violence? Par conséquent... bon. Alors simplement, un film interdit aux moins de 18 ans, ça veut dire un film qui va être hyper taxé sur le plan fiscal. Donc ça veut dire des producteurs qui diront la prochaine fois au réalisateur ou au scénariste, tu fais attention. Donc un film taxé, c'est un film qui annonce une censure. Enfin, après, c'est un choix de société, hein, mais il faut savoir que le producteur dira au scénariste, fais un peu attention quand même, parce que moi, ton histoire, ça m'a coûté 30%, 30% pour commencer, hein, puis après, il y a les impôts qui suivent. Enfin, puis pour peu que le film fasse 1 million d'entrées, ça commence à faire du bruit fiscalement. Vous voyez, c'est ça. Bon. Donc, après, bon, chacun pense ce qu'il veut. Mais le film, là, dont je parle, c'est un film, finalement, qui n'est terrifiant. D'ailleurs, il s'appelle terrifiant, mais qui n'est terrifiant que si on se laisse porter à penser un instant que c'est plus une image. Vous voyez, comme si l'image se substituait à la réalité. Alors peut-être que les producteurs, d'ailleurs, de DVD, lorsque le DVD est apparu dans les années 90-2000, étaient malins, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, maintenant le DVD, un peu on perd de vitesse, parce que maintenant c'est le streaming, tout ça, mais justement, on perd quelque chose là, parce que le DVD, souvent dans les coffrets, était accompagné de ce qu'on appelait un making-of. Donc il y avait le film, il y avait le making-of. Et alors, quand il s'agit d'un cinéma, justement, qui peut susciter ce genre de réaction problématique, l'avantage du making-of, c'était de rappeler que c'est du faux. On regarde le making-of. Pour les enfants, c'est bien ça, d'ailleurs, ou pour les adolescents. Le making-of, c'est pour dire, non, mais c'est l'image. Donc l'image n'est pas ce dont elle est l'image. Si c'est très, très, très bien fait, ça pourrait finalement ressembler à un simulacre, mais n'oublie pas que ça n'est pas ça, que c'est autre chose. Bon. Mais malgré tout, tout ce que je dis laisse entendre qu'il y a dans la nature même du cinéma, dans son essence, et là, vraiment, sur le plan philosophique, ça nous intéresse, dans son essence, quelque chose de problématique. Dans la mesure où le cinéma pouvant, parce qu'il saisit à la fois la réalité qu'il donne à voir dans l'espace et dans le temps, parce que saisissant cette réalité ainsi, et donnant ainsi le sentiment qu'on a accès au réel lui-même, peut-être qu'il nous détourne du réel. Vous voyez, donc le philosophe, au premier abord, pourrait entretenir une certaine suspicion à l'égard du cinéma. Il faudrait s'en méfier. Dans la mesure où il nous détourne de la réalité, l'esprit épris de vérité ne pourrait pas ne pas s'inquiéter de ces images diffusées qui se donnent à contempler d'une manière telle qu'on puisse les confondre avec l'objet dont elles sont l'image. Évidemment, là, j'ai pris... je me suis situé dans le domaine du film d'horreur ou du film fantastique, parce que dans ce domaine-là, l'effet produit, la peur, la crainte, etc., c'est ce qui fait toucher du doigt le sentiment d'une réalité. Un peu comme dans le cauchemar. Parce que le cauchemar, c'est un rêve, mais c'est un rêve qui vraiment appuie, développe, déploie, creuse le sentiment de passivité qu'on éprouve dans tous les rêves. Simplement, quand le rêve se passe bien, la passivité est là, quelque chose se passe devant moi, en tout cas c'est ce que je crois, et donc je le perçois comme si c'était devant moi, mais comme je n'en souffre pas particulièrement, bon, ça passe. Bon. Dans le cauchemar, quelque chose se passe, mais semble me menacer à un point tel que le sentiment de passivité s'impose à mon expérience. Vous voyez ? Donc... c'est le moment où l'image se confondant avec la réalité pose vraiment problème. Parce que là, où est le réel? Donc si le cinéma, par sa nature même, vous voyez, de moyens techniques d'abord permettant de capter non seulement un instant, mais un instant dans une durée, si le cinéma permet de produire des images donnant l'illusion de pouvoir se substituer à la réalité, alors le cinéma devrait être l'objet d'une vive critique de la part du philosophe. Le philosophe devrait se détourner du cinéma. Il devrait se tourner vers le concept et se détourner des images, en général, et des images cinématographiques en particulier. L'image en général étant dangereuse, mais alors l'image cinématographique étant peut-être la pire de toutes, la plus dangereuse de toutes. Vous voyez ? On pensera d'ailleurs ici à l'allégorie de la caverne de Platon.
L'allégorie de la caverne se présente ainsi. Vous avez des personnages qui sont au fond d'une caverne, c'est une allégorie, hein, c'est une image. Bon. Donc ils sont au fond d'une caverne, ils sont enchaînés, ils n'ont vu depuis leur enfance que la paroi du fond de la caverne. Au-dessus d'eux se trouve un muret, au-delà du muret il y a un feu. Entre le feu et les murets passent des marchands qui transportent des objets et qui, tels des montreurs de marionnettes, projettent au fond de la caverne des ombres, puisqu'il y a la lumière, le muret, les enchaînés au fond de la caverne, qui ne voient, parce qu'ils sont enchaînés, que le fond, et ils voient des ombres. Et donc, un peu comme ça, spontanément, on se dit, Platon, c'est génial, il est en train de nous parler du cinéma. Ben oui, une caverne, c'est un lieu sombre, une cavité, des parois, sur la paroi, il y a des ombres, voilà, c'est le cinéma. Donc Platon serait le premier grand critique du cinéma, mais critique du cinéma au sens où Platon, avant même l'invention du cinéma, serait celui qui condamnerait déjà le cinéma, puisque le philosophe aurait pour but, enfin pour désir d'ailleurs, d'accéder à la vérité, et pour accéder à la vérité, évidemment, il faudrait qu'il se détourne des ombres au fond de la caverne, qui ne sont que des ombres, et l'ombre n'est pas ce dont elle est l'ombre. Et donc, le but du philosophe serait de tourner ses regards vers le haut, de sortir de la caverne, puis d'aller gambader dans le monde. Voilà, ce serait ça la philosophie, la condamnation. Voilà, le philosophe, ce serait celui qui condamne. Donc, qui condamne les images, qui condamne... Puis là, en l'occurrence, il condamnerait même le cinéma. Il n'est pas en train de vous dire que les images, c'est condamnable, puisque je viens de vous dire que l'allégorie de la caverne, c'est une image. Il faut commencer par le commencement. Platon condamne les images. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique comment le philosophe qui condamne les images peut, en plein milieu de la République, qui est quand même un gros pavé, au 7e livre de la République, dire finalement on va écrire quelques pages, l'allégorie de la caverne, les images, etc. Donc, bon. Mais si je m'en tiens à ma première approche du cinéma, vous voyez, on pourrait peut-être utiliser, mais à mauvais escient, mais il y en a qui le font, hein, on pourrait utiliser Platon. Bon, je m'arrête un peu, enfin... Ça se dit quand même ici ou là, dans certaines conférences, Platon, c'est celui qui condamne le corps, qui condamne, etc. Enfin, je suis ravi d'assister à des conférences avec des gens qui vous expliquent que Platon, c'est celui qui condamne tout. Voilà, c'est simple, il condamne les artistes, il condamne les images, il condamne le corps, il condamne la sexualité, il condamne tout. Voilà, comme ça. Et comme c'est lui qui a gagné, donc, heureusement, il y en a certains qui vont chercher les philosophes qu'on connaît pas bien, mais qui, eux... Ça ressemble un peu du complotisme, hein, au bout d'un moment, hein, ce genre de raisonnement. Moi, je trouve que ceux qui prétendent être philosophes qui raisonnent comme ça, il faudrait quand même qu'ils procèdent différemment, qu'ils lisent, d'abord Platon vraiment, qu'ils regardent de très près, et puis ils verraient que non, Platon ne condamne ni le corps, ni les images, ni tout ça. Il condamne ceux qui disent que l'homme n'est qu'un corps, il condamne ceux qui confondent l'image et la réalité, ce qui est autre chose. Donc on ne condamne pas l'image, on condamne l'usage qu'on peut faire l'image, on ne condamne pas le corps, on condamne la confusion de l'homme avec son corps. Donc on ne condamne pas le réel, on condamne les mauvaises théories qui portent sur le réel, ce qui n'a rien à voir. Simplement, pour lire Platon comme ça, il faut le lire philosophiquement. Voilà, il faut le lire philosophiquement. Il faut être préoccupé non pas par une espèce de querelle entre soi et un auteur. D'ailleurs, comme le disait Guitry, quand on fait ça, en général, on prend l'auteur, on le reconstruit, et puis on le réfute. Alors comme ça, on est costaud. Vous voyez, alors qu'en fait, si on prend vraiment l'auteur, il ne se laisse pas faire. Évidemment, il a un peu réfléchi à ça. Donc, peut-être que le détour que je fais là nous invite à la plus grande circonspection, là, parce que je commence en disant le cinéma, c'est très singulier. D'abord, c'est une technique au départ. Hein, on saisit par une caméra et par un système de prise de vue. On saisit pas seulement un instant, mais une durée, et ça donne accès ensuite à une expérience qui se confond, enfin qui pourrait se confondre avec l'expérience que nous avons du monde. Et si on regarde d'ailleurs les progrès techniques dans le domaine cinématographique, ça viendrait plutôt confirmer ça. Hein. Le numérique qui produit des images, mais absolument extraordinaires. Enfin, avec le sentiment que l'objet est là, vous voyez, avec une profondeur de champ absolument incroyable. On pense à la 3D aussi, hein, l'image en relief, qu'on appelle la 3D, qui a disparu pour des raisons de confort, parce que les gens n'aiment pas les lunettes. Mais ça réapparaît comme régulièrement au cinéma. Les images stéréoscopiques datent de l'origine des images prises dès la photographie. Ensuite, ça a disparu, ça réapparaît alors avec une espèce de lunettes, avec deux filtres, bleu et rouge, et puis c'est pas confortable, mais alors ça marchait un peu, puis après ça disparaît, puis c'est réapparu avec Cameron, avec Avatar, dans un système beaucoup plus confortable, puis là on a cru que ça allait être gagné, puis bon ça redisparaît, parce que les lunettes, c'est pas confortable, donc il y a un va-et-vient, mais on sent que le cinéma est tenté, vous voyez, de revenir à chaque fois à une prise de vue qui accroît le sentiment réaliste de ceux que l'on voit dans la salle obscure. Bon. Et
La 3D, pour ça, c'est assez épatant. Mais attention, la 3D n'est pas la perspective. C'est pas la même chose. Vous voyez, la perspective dans l'art italien ne donne pas du tout la même image que le relief au cinéma. Vous regardez un film en relief au cinéma. D'abord, il vous faut des lunettes. Bon, il faut que la prise de vue soit faite en fonction de ce que vous allez voir. Donc, ou bien il y a 2 caméras qui sont faites, ou bien il y a un système numérisé maintenant qui permet d'avoir en fait 2 images qui vont succéder, mais avec un système qui va faire que dans vos lunettes, vous allez voir une puis l'autre, puis une puis l'autre, puis avec la rétention rétinienne, vous avez l'impression de voir les deux en même temps. Bon, comme dans la vie quand vous avez 2 yeux. Donc avec 2 yeux, on a le sentiment d'une profondeur, et puis si quelque chose jaillit vers moi, j'ai le sentiment d'un jaillissement. Bon. Mais vous observerez dans la vie que si vous fermez un œil, vous perdez ça. Faites l'expérience, vous le perdez. Vous versez de l'eau dans un verre. Bon, vous voyez où est le goulot de la bouteille relativement ouvert. Vous fermez un œil. Bon, vous déplacez votre goulot un peu plus loin que le verre, mais juste 2 cm. Je vous garantis, vous ne pouvez pas voir si c'est au-dessus ou à côté. Vous avez perdu la profondeur avec un œil. Bon, avec 2 yeux, vous avez la profondeur. Avec un œil, vous ne l'avez pas. Donc la vision stéréoscopique est ce qui nous donne profondeur, jaillissement. Dans la vie, c'est comme ça. Et au cinéma, c'est pareil. Vous avez les lunettes, il vous faut 2 yeux. Si je ferme un œil au cinéma, je n'ai plus le relief. Donc j'ai plus la profondeur et le jaillissement. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous regardez un film en 3D, comme on dit aujourd'hui, ou en relief, vous avez une impression, quand c'est bien fait avec les nouveaux systèmes, là vraiment c'est remarquable, on a vraiment le sentiment que l'objet, dans son épaisseur, est donné à la perception. Mais vraiment, puis avec le jaillissement, c'est vraiment épatant. Bon. Mais si je ferme un œil, ça disparaît. En revanche, si je suis devant la toile d'un grand maître italien qui me propose une image qui mobilise une perspective, eh bien, si je ferme un œil, la perspective ne disparaît pas. Elle est toujours là, ça n'a rien changé. Autrement dit, la perspective dans la peinture italienne ne nous donne pas à voir ce que l'on voit. Vous voyez, je ferme un œil, je vois toujours la même chose. La 3D, non. Donc, le cinéma en relief, c'est l'imitation de ce que je perçois dans mon expérience commune. En revanche, la perspective, c'est l'image qui me donne accès à ce que je ne vois pas, c'est-à-dire une structure géométrique du réel. C'est ça la perspective, c'est la géométrisation de l'espace, et qui date du XVe siècle, 2 siècles avant Galilée. Les peintres italiens ont inventé l'espace ordonné géométriquement, dont parlera la physique. En l'occurrence, les peintres italiens ont inventé l'espace de la physique moderne. Non, mais c'est eux, avant Galilée, c'était déjà là. Parce que c'est une géométrisation de l'espace. Alors je sais bien, on a coutume de dire la perspective, c'est le point de vue de l'homme, parce que c'est mon point de vue par rapport au réel. Alors c'est vrai qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas de perspective, parce que si tout est divin, Dieu n'ayant pas de corps, il n'a pas de point de vue, donc s'il n'y a pas de point de vue, dans la peinture, il n'y a pas de perspective. Évidemment, à moins que le peintre prétende montrer le monde tel qu'il le voit, ce qui, du point de vue religieux, n'a aucun sens. Ce que tu vois, tout le monde s'en fiche. Ce qui peut intéresser, c'est la perception du réel par Dieu lui-même, si Dieu existe. Bon, et si j'existe au Moyen-Âge, la question ne se pose pas. Dieu existe. Donc les images sont sans perspective. Et le chevalier, il est plus grand que le château, etc. Mais c'est le réel. C'est plus réel que ce qu'on voit. Donc le peintre nous fait voir l'invisible. Mais si cet invisible n'est plus l'invisible pensé du point de vue de Dieu, mais l'invisible pensé comme une structure géométrique qui ordonne les choses, à ce moment-là, la perspective surgit, comme ce qui fait apparaître la structure géométrique du réel. Donc le peintre italien nous fait voir le réel, alors que le cinéma nous fait voir ce qu'on voit. Donc le cinéma nous détourne du réel. Vous voyez, c'est ça. Donc le cinéma, il faudrait s'en méfier. Alors la 3D, ce serait ce qu'il y a de pire, d'ailleurs. Vous voyez, là, on s'éloignerait de plus en plus. Déjà, l'arrivée du train en gare de La Ciotat, ce serait déjà un problème. Alors, avec la 3D... D'ailleurs, regardez bien. Moi, il me semble que chez les critiques de cinéma, parfois, il y a un certain mépris à l'égard de ce cinéma. La science-fiction, enfin, le cinéma de genre, la 3D, etc. Vous voyez, certains mépris. Ce serait un cinéma de divertissement populaire, un peu, finalement, de second ordre. Vous voyez, alors qu'il y aurait un autre cinéma qui, lui, au contraire, ne chercherait pas à nous présenter le monde tel qu'on le voit dans notre expérience. Donc, vous voyez, il y aurait quelque chose dans le cinéma qui, dans sa nature même, le porterait insensiblement vers la production de simulacres. Et donc, si l'allégorie de la caverne n'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ce qu'on croit qu'elle est, c'est-à-dire la condamnation des ombres, au nom d'une espèce de platonisme comme ça, on dirait, bah alors, sortons des salles obscures, interdisons les films, le cinéma, ou alors coupons, alors sans sortir les ciseaux, on va couper là-dedans. Il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça, puisque le cinéma nous éloignerait du réel. Vive la vérité, donc, à mort le cinéma.
Bon, alors maintenant on va commencer à discuter, parce que c'est maintenant que les choses deviennent, à mes yeux, plus intéressantes, en réalité. Est-ce que le cinéma est producteur de simulacres? C'est pas sûr. C'est pas sûr. D'abord, souvenons-nous ce qu'a été le cinéma en son origine. J'évoquais à l'instant, à plusieurs reprises, ce train dans le hangar de La Ciotat. Ce cinéma-là, il est en noir et blanc. Il n'est pas en couleur. On est très loin de la 3D, on est très loin des photogrammes des années 70-80, ou du numérique aujourd'hui, qui permet la netteté de la prise de vue et de la diffusion ensuite. Là, on a affaire à des images en noir et blanc, et on a affaire à des images qui sont muettes. Donc le cinéma a d'abord été en noir et blanc, il a d'abord été muet. Mais justement, il était muet. Alors essayons de nous projeter là. Alors le cinéma, dans son origine, il passe dans les foires, sous des tentes, c'est une espèce de divertissement, un peu un objet technique nouveau. Et donc, d'ailleurs, on ne se préoccupe pas trop de ce qui se passe là-dedans. Les films, ça part dans tous les sens. C'est une espèce de grande liberté. Le cinéma naissant, c'est une très très grande liberté. Prenez les films fin des années 10, attention, le cabinet du Dr Caligari, c'est 1909. Vous voyez, assez rapidement, vous commencez à avoir des films 1919, je dis des bêtises. 1919, ça commence à partir, vous avez de tout. Des films d'aventure, des films des péplums, le cinéma italien. Alors là, le cinéma italien, c'est incroyable. Dès les années 10, vous avez des péplums avec des éléphants, des travelling, des mouvements de caméra, des centaines de figurants. Enfin, ça y est. Avec tous les chants, les contre-chants, enfin tout ce qu'ensuite on voit réapparaître, enfin se développer dans le cinéma que nous connaissons. Vous regardez la série des Star Wars, par exemple, de Spielberg, les robots de Star Wars, etc. Regardez bien quand même. Il y en a un des deux, il est dans Metropolis de Fritz Lang, qui est un film qui a été réalisé dans les années 20. Qui est un film muet, qui est un film d'anticipation, où il y a tout. En fait, il y a déjà tout. Il y a les robots, il y a les villes, Métropolis, que vous retrouvez dans Blade Runner. Et donc, c'est un cinéma naissant, mais qui est un cinéma qui déjà fait tout, mais qui est un cinéma muet, en noir et blanc. Bon, déjà, la question du simulacre se pose, si on réfléchit comme ça, en des termes un peu différents. Alors, même si la durée est bien là, la représentation d'objets dans l'espace est bien là, donc la durée, il y a le mouvement, il y a tout ça, puis il y a la mise en scène, il y a le scénario, tout y est déjà. Mais peut-être que le noir et blanc aussi, c'est la couleur ou l'absence de couleur du rêve. C'est la durée du rêve. C'est-à-dire qu'au cinéma, on assiste à quelque chose qui n'est pas très éloigné du rêve, mais dont je disais à l'instant que lui-même est un simulacre. Sauf que quand je vais dans une salle de cinéma, j'assiste à un rêve, mais c'est un rêve éveillé. Alors que le rêveur, quand il rêve, il ne sait pas qu'il rêve. Voilà, surtout que je reprends l'image du cauchemar, si je sais que je rêve, c'est plus un cauchemar. Donc pour que ce soit un cauchemar, il faut vraiment que je sois prisonnier de mes propres images. Vous voyez, le rêve, c'est la conscience qui se prend... Le rêve, c'est la conscience qui se prend à ses propres images. Vous voyez, et elle se prend au jeu. Mais alors, au jeu des images. Mais alors, elle ne peut plus en sortir. Elle est prise dans les images elles-mêmes. Donc il y a une espèce de chose-trappe de l'image dans le rêve. Vous voyez, c'est un piège pour la conscience. Puis après, on se réveille, c'était un rêve. Bon. Le cinéma, c'est la temporalité du rêve, c'est vrai. Parce que puis le noir et blanc, etc. Mais bon, j'ai payé mon billet, je m'assois, l'image démarre et j'assiste à un rêve. Est-ce que je suis en train de rêver? En tout cas, j'assiste à quelque chose qui est une temporalité du rêve. Ou alors, je rêve, mais comme un rêveur éveillé qui ne rêve pas, mais qui assisterait au rêve. Peut-être au rêve de quelqu'un, d'ailleurs. Peut-être au rêve de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on voit au rêve? Qu'est-ce qu'on voit au cinéma? Je vais prendre... je vous soumets un élément de réflexion. Le cinéma, disais-je à l'instant, a commencé en noir et blanc et muet. Mais muet, c'est sûr? Muet, ça veut dire quoi? Sans parole? C'est pas sûr. Le cinéma, au départ, est certes muet au sens où on n'entend pas la voix des acteurs, on n'entend pas les sons. Mais d'abord, il n'est pas silencieux, parce que si on n'entend pas les sons, il y a la musique. Et tout de suite, le cinéma a épousé la musique. Mais tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, dans les petites salles, il y a toujours un pianiste qui improvisait en regardant ce qui se joue à l'écran, qui étaient d'ailleurs, en général, des gens qui étaient des bons musiciens, parce qu'ils arrivaient, par la musique, à accompagner l'image. Mais
dans certains cas, ça prenait une ampleur, des films étaient diffusés, alors là, c'est un peu plus tard, mais avec l'orchestre symphonique qui diffusait. Certains films étaient tournés d'ailleurs avec 3 images diffusées simultanément, avec un orchestre qui jouait devant. C'était un spectacle, hein, avec vraiment une mise en scène extraordinaire. Donc il était peut-être muet, mais enfin déjà, il n'était pas silencieux. Voilà. C'est pour ça que je vous parle de la musique. C'est un cinéma qui n'a jamais été silencieux. Le cinéma n'a jamais été silencieux. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait épousé la musique, c'est pas surprenant, puisque la musique est elle-même l'art du temps. La musique, c'est une temporalité. Et le cinéma saisit une temporalité. Donc ce sont 2 arts qui se sont mariés très rapidement. Vous voyez, un peu comme le théâtre et la musique se sont mariés dans l'opéra. Eh bien, le cinéma et la musique se sont mariés aussi très rapidement par le fait de cette temporalité commune. Au point que la musique, là, est un élément constitutif de l'expérience de ce qu'on vit au cinéma. Puis alors, vous prenez même le cinéma plus contemporain, vous prenez les films de Sergio Leone, qu'on appelle avec un certain mépris, un peu... Un mépris qui va avec ce que je disais tout à l'heure, un mépris pour le relief, pour le cinéma de genre, etc. Ce qu'on appelait à l'époque les western spaghetti, vous voyez, avec un certain mépris, alors que les films de Sergio Leone sont d'authentiques œuvres d'art, très proche de l'opéra italien. Vous voyez, alors on peut aussi, à propos de Puccini, parler de la musique spaghetti. On pourrait aussi faire ça, mais on n'ose plus, parce qu'on sait bien qu'on a affaire au génie. Bon, moi je crois que d'ici quelques temps, on n'osera plus parler de western spaghetti, puisque, en fait, pour regarder les films de Sergio Leone, ce sont d'authentiques œuvres d'art, beaucoup plus proches de l'opéra, d'ailleurs, que simplement du cinéma de divertissement. Et pourquoi je dis ça? Parce que chez Leone, on parle peu, mais il y a de la musique. Et on parle peu, hein. Vous avez une scène de duel entre Charles Bronson et Henry Fonda, à la fin de Il était une fois dans l'Ouest, c'est extraordinaire, avec la musique d'Ennio Morricone. Mais enfin, c'est un opéra. Alors, vous savez, vous êtes en Italie. Enfin, vous êtes en Italie et au Japon. Et au Japon. Parce que Léon a regardé de très près l'imagerie japonaise, et notamment même le cinéma japonais. On comprend que il a découvert les mangas avant les mangas. Enfin, avant qu'on puisse les connaître. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui ont vu ce film, enfin, tout le monde a vu ces scènes-là, vous avez donc ce duel entre Charles Bronson et Ennio Morricone, ils sont face à face l'un à l'autre. Et alors la musique démarre, et on prend son temps. C'est lent, c'est long, mais parce qu'il y a une durée, il y a une temporalité. Et puis, gros plan sur la botte. Gros plan sur la main, sur le revolver. Gros plan sur le regard de l'un, de l'autre. Et puis... Henry Fonda, c'est le méchant, Henry Fonda. Alors, il est face à Charles Bronson. Alors, lui, c'est le gentil. Enfin, le gentil, mais un gentil version Sergio Leone, quand même. Donc, c'est un gentil, disons, un peu rugueux. Vous voyez, c'est un gentil un peu... C'est une virilité rugueuse. Vous voyez. Il est un peu gentil comme la statue du commandeur. Voilà, ce qui veut dire que la statue du commandeur est malgré tout du côté du divin. Donc, en ce sens, elle est gentille. Enfin, on ne peut pas dire qu'elle traite Don Juan avec douceur. Et d'ailleurs, le personnage de Charles Bronson dans ce film-là, c'est un peu la statue du commandeur. C'est-à-dire, il vient d'on ne sait où pour venger quelqu'un dont on peut penser que c'est son frère. Enfin, quand on voit ce qui se passe dans son âme, on n'est pas très sûr de ça. Quand on sait que l'un des co-scénaristes du film, c'est Dario Argento, qui est un grand cinéaste très, très, très concentré sur du cinéma fantastique et horrifique, on se dit quand même qu'il a inventé un personnage qui pourrait bien venir de l'au-delà. Bon, enfin, en tout cas, c'est le gentil. Bon, mais version Sergio Leone. Et alors, Henry Fonda, donc c'est duel, il y en a deux qui va mourir. Hein. Et donc, la caméra suit lentement Henry Fonda, qui va se placer relativement à la lumière du jour. Parce que pour un duel, il vaut mieux pas avoir le soleil dans les yeux. Parce que là... donc, et vous suivez. Alors, vous voyez la caméra, vous voyez, vous avez un espèce de travelling en mouvement... Puis là, donc c'est une caméra subjective, là vous voyez, ah, là il a trouvé son point. Là il peut laisser tomber sa veste. Un gros plan sur la veste. Mais personne n'avait jamais fait ça au cinéma. Enfin, c'est de la déconstruction de l'unité harmonieuse d'une toile de Ingres, justement. On est plutôt dans l'art contemporain, vous voyez, dans la déconstruction, dans quelque chose de radical. Et puis la musique est là, accompagne tout ça, et tout à coup, silence. Enfin, un silence. Il reste quand même un bruit de fond qui est un bruit blanc. Les bruits blancs, c'est des bruits... ça, c'est un bruit blanc. Et ce bruit-là, c'est le bruit du vent. Et donc, le vent prend la relève. Et là, même chose, on prend son temps. Et à ce moment-là, vous avez un zoom avant qui va en zoom. Alors, c'est pareil, vous lisez les critiques, souvent, le zoom. Enfin, on ne zoome pas au cinéma. Enfin, le zoom, c'est fait pour le cinéma... C'est bon pour les Italiens, quoi. Ou pour le cinéma de genre. Le cinéma sérieux ne zoome pas. Et non, c'est un effet facile. Eh ben, Léon, il zoome. D'ailleurs, les Italiens zooment beaucoup.
Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on avance, on avance, on avance vers les yeux de Bronson. On avance, on avance, on avance vers les yeux de Bronson. Et ce zoom avant, c'est absolument nécessaire, parce qu'on va avancer, 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 jusqu'à ne plus voir que les yeux de Bronson. Imaginez ça sur un écran de 75 mètres de diamètre en 1969. Personne n'avait jamais vu ça. Bon, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, vous commencez à comprendre que ce que Léon filme, ce ne sont pas les yeux de Bronson. C'est pas vrai. Il filme son regard. Et le regard n'est pas l'œil. L'œil, c'est un organe qui appartient au monde. L'œil, c'est l'objet. Organon, en grec, ça veut dire instrument. Hein. Donc, l'outil. Donc, l'œil, c'est l'outil, c'est l'instrument dont parle l'ophtalmologiste, que je vais voir et dont j'ai besoin lorsqu'il m'arrive de souffrir d'un trouble ophtalmique, par exemple. Je dis pas de mal du regard que la médecine porte sur l'œil. Hein. Il sauve des yeux, hein, il sauve des regards. Bon. Mais le regard, c'est ce que je vis, c'est pas l'œil. Autour de moi, je ne vois pas des yeux. Ici, je commence à avoir des yeux et plus des regards. Ça veut dire que alors là, j'ai changé de cinéma. Là, je suis dans le monde des zombies de Romero. Là, je suis en 1968. Le zombie, par définition, est cet être mécanique qui n'a plus de regard, mais qui n'a plus que des yeux, puisque c'est un mort-vivant. Donc, il n'a plus de regard. Alors, Léon, lui, il ne filme pas des zombies. Il filme des êtres humains qui, donc, n'ont pas des yeux, simplement, mais des regards. Et donc, vous percevez tout à coup que ce que vous saisissez à l'image, à l'écran, c'est pas des yeux, c'est un regard. Et d'ailleurs, le zoom va continuer, puisque quelques secondes après, vous serez dans la mémoire de celui dont vous venez de percevoir le regard. Et le temps s'est arrêté. C'est pour ça que je disais le Japon, parce que dans la culture japonaise, vous regardez ça dans les mangas, les dessins animés japonais, pour ça, sont épatants, parce que justement, il y a cette capacité des cinéastes japonais à dilater la temporalité et parfois à l'arrêter complètement. Donc vous avez le personnage, vous le suivez, puis ça s'arrête. Puis vous rentrez dans son âme. Puis là, vous revenez toute sa vie, quand il est son maître. Puis après, vous revenez au présent et hop, c'est reparti. Mais il s'est passé dans le moment de l'action un millième de seconde. Mais vous, à l'écran, vous avez vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous voyez, le temps s'est arrêté. Et là, c'est ça. Donc, le temps s'est arrêté. Pourquoi? Parce que, en fait, vous passez une autre temporalité. C'est plus la temporalité des phénomènes physiques du monde. Vous êtes dans la temporalité de l'âme de Bronson. Vous êtes entré en lui, l'homme à l'harmonica. Là. D'ailleurs, il fait de la musique, lui, toujours. Et hop, vous rentrez dans son âme. Et vous voyez que longtemps avant, on a tué son frère et que... Alors, on pourrait croire, mais on peut toujours discuter, mais bon. Et que le personnage qui l'a tué, bah, c'est justement celui qui est en face. Donc le duel, et vous sortez du regard, un coup de feu. Alors là, ça prend... c'est rapide. Il n'y a pas besoin de passer 2 heures là-dessus. Pourquoi? Parce que, alors, Henri Fonda tombe au sol, et... alors, le premier plan du film, d'ailleurs, c'est Henri Fonda qui va assassiner un jeune garçon. Hein. Et ça a été censuré sur la télé américaine. Non pas parce que c'était l'assassinat d'un enfant, c'est pas ça. C'est parce que c'était Henri Fonda, l'acteur qui avait joué Lincoln. Et on peut pas imaginer que Lincoln tue un enfant. C'est du cinéma. C'est compliqué. C'est pas Lincoln. Il n'a jamais été. Lincoln est mort. C'est un acteur qui a joué et qui maintenant joue un autre rôle. Mais le génie de Léon, c'est d'avoir utilisé Henri Fonda. Il savait ce qu'il faisait, évidemment. Vous savez, alors là, les Américains, ils vont regarder, parce que cinéma spaghetti, ils vont regarder, mais ils vont comprendre. Cinéma spaghetti, on n'est pas à table en train de manger les pâtes. Hein. On est en train de voyager dans une âme. Et il se joue quelque chose qui est très éclairant au regard de l'âme humaine. Et ensuite, donc Henri Fonda meurt. Enfin, il meurt. Il va falloir qu'il comprenne qui. Mais t'es qui? C'est pour ça, le commandeur. Mais qui es-tu? Ah, c'est pas qui. Bon. Mais pourquoi cette lenteur? Mais parce qu'en fait, Léon filme la vie. Et la vie, c'est le temps. C'est pas la mort qui l'intéresse. La mort, il n'y a rien à filmer dans la mort. C'est pas intéressant, la mort. Ce qui est intéressant, c'est ce qui précède la mort. Et ce qui précède la mort, c'est la vie. Autrement dit, c'est nous. On n'est pas pressé, hein, mais on sait bien que ce qu'on est en train de vivre précède la mort. On est mortel. Mais on n'est pas pressé. Enfin, moi, je suis professeur. Hein. Quand je dis ça à mes élèves, mes étudiants... le matin à 8h, bon, on va tous mourir. Alors j'ai pris l'habitude toujours d'ajouter « mais on n'est pas pressé ». Quand je m'adresse à mes élèves, je dis « surtout vous démarrez ». La philosophie, hein, pensait Spinoza, est une méditation sur la vie, et pas sur la mort. Hein. La mort, c'est une passion triste, mais il s'agit de ne pas oublier non plus son sort mortel. Non, mais essayons, je ne dis pas qu'on peut penser la mort joyeusement, mais enfin, en tout cas, on peut se tourner d'autant plus vers les passions joyeuses qu'on n'a pas perdu pied avec sa nature d'être mortel. Parce que si on se prend pour un dieu, de toute façon, ça ne va pas bien se passer. Donc c'est un cinéma, vous voyez, qui donne accès à quelque chose qui est une vérité de l'âme humaine. Donc, il n'y a pas de simulacre.
voyez, qu'est-ce que je vois quand je suis au cinéma? Je reviens au cinéma noir et blanc, dit muet. Avant, alors il y a toujours eu la musique, hein, mais avant d'entendre les acteurs parler, il y avait ce qu'on appelait les intertitres. C'est des cartons avec un dialogue, une description. Bon. Alors regardez bien, quand vous regardez un grand film muet, il y en a certains, absolument extraordinaires. Enfin, quand on aime le cinéma, il faut passer un temps à regarder des beaux, grands films muets. Quand on regarde ces films-là, dit muet, hein, quand on regarde ces films, donc on lit l'intertitre, puis ensuite on voit la scène. Puis on lit l'intertitre, on voit la scène. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on comprend ce que dit le personnage alors qu'on a compris ce qu'il avait dit avant. Ou alors on va comprendre après, mais selon que l'intertitre soit placé avant ou après, en général il est placé avant, ça veut dire qu'il va falloir que j'opère un va-et-vient entre ce que j'ai vu en lisant l'intertitre et ce que je vois en assistant à la scène. Autrement dit, j'opère en regardant ce film-là en permanence un dialogue avec moi-même. C'est un cinéma de l'âme. C'est un cinéma qui s'adresse à notre âme. Vous voyez? Parce que je comprends ce qu'il dit, mais je l'entends pas. Mais je comprends ce qu'il dit parce qu'on m'a dit ce qu'il disait avant. Enfin, en tout cas, je l'ai lu. Et en le lisant, j'ai dialogué avec moi-même. Et maintenant, je regarde et je comprends. Vous voyez? C'est un cinéma qui s'adresse à notre âme. Donc, c'est pas un cinéma qui s'adresse à nos sens. Alors, il est où le simulacre? Il est où le simulacre? Est-ce que le cinéma n'est pas justement une fenêtre qui s'ouvre sur les profondeurs même de notre âme? Parce que, à ce moment-là, le cinéma est un mode d'accès au réel. Regardez, il y a un film de Pabst. Alors Pabst, c'est un réalisateur allemand. Et il a fait un film qui s'appelle Loulou. Alors qu'il a inventé, vous voyez, ce qu'on appelle la vampe. C'est-à-dire ces femmes fatales qui, lorsqu'on les rencontre, génèrent en soi une immense joie devant une telle beauté, mais qui, en même temps, sont fatales dans la mesure où ça finira dans la mort. Donc, il met ça en scène, hein, Loulou, c'est un film absolument magnifique. Alors ça, c'est un très, très grand film, hein, sur le plan à la fois esthétique. Bon. Alors, il a fait un autre film, je pense ici, un film qu'il a réalisé dans les années 20, là aussi, qui s'appelle Les Mystères d'une âme. Les Mystères d'une âme. Alors, déjà, le titre, Les Mystères d'une âme. Et en fait, ce film, c'est une mise en scène d'une psychanalyse. Et à l'époque, Freud est encore vivant. Et Pabst met en scène une psychanalyse. On a un personnage qui, tout à coup, souffre d'un symptôme névrotique. Dès qu'il a un couteau en main, sa névrose, son symptôme névrotique, c'est dès qu'il a une lame ou un couteau en main, il a l'impression qu'il va tuer sa femme. Donc là, c'est quand même très encombrant dans son existence. Et donc, il est obligé de cacher les couteaux. Il ne peut plus toucher les couteaux, plus rien du tout. Alors du coup, il va être obligé de quitter son épouse. Il va se réfugier chez sa mère, évidemment. Et alors, elle lui fait la cuisine. Alors ce qui fait que quand il mange, c'est sa maman qui lui coupe. Vous voyez, puisqu'il ne peut plus toucher un couteau. Et donc, bon. Mais heureusement, à l'occasion de ces pérénigrations nocturnes, de ce pauvre homme éperdu, il va rencontrer un personnage qui... Alors, c'est par accident, parce qu'il rencontre le personnage, il veut rentrer chez lui, il ne trouve plus la clé. Le personnage a la clé en main. Et ce personnage, qui semble mystérieux, est un psychanalyste. Et il va lui expliquer qu'il existe une science nouvelle. On est dans les années 20, qui vient... On est dans la modernité la plus radicale. C'est un médecin autrichien qui s'appelle Freud, et qui a expliqué que les troubles de l'esprit pouvaient résulter de mécanismes inconscients très profonds et qu'en agissant de manière appropriée, non pas sur l'inconscient lui-même qui nous échappe, mais sur les refoulements qui sont produits par l'existence, en agissant là-dessus, on peut guérir de ces symptômes. Et le film met en scène une psychanalyse, ce que les Américains appellent la talking cure, c'est-à-dire une cure par la parole dans un film muet. Enfin, quand même, c'est pour ça que j'évoque ça. Vous voyez bien, c'est un film muet, vous entendez rien, et pourtant, à la fin du film, vous comprenez tout. Vous avez tout compris. Vous avez compris ce qu'est une psychanalyse sans jamais entendre quelqu'un parler. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la parole était là. Toute la parole est là. Il n'y a pas les sons, mais il y a la parole. Alors, d'abord, vous assistez au rêve, vous voyez le rêve. Vous assistez au rêve de celui qui souffre de son symptôme. D'ailleurs, il y a un premier rêve au début du film, puis ensuite, vous allez avoir l'interprétation du rêve à la fin, avec une reprise de toutes les scènes composant le rêve, et l'interprétation de toutes les scènes qui vont donner la clé. C'est pour ça qu'il arrive avec une clé au départ. La clé des songes, là en l'occurrence, c'est la clé de la névrose qui va révéler la cause inconsciente de ce trouble qu'il avait. Alors, en fait, quand il était tout petit, cette femme qu'il a, il l'a connue quand il était enfant, il avait vu son cousin
en présence de cette petite fille qui lui aurait donné, enfin qui lui a donné, il a vu ça, sa poupée, alors du coup il a été tellement jaloux, mais il n'a pas osé dire quoi que ce soit, parce qu'il était très poli, très bien élevé, et du coup son symptôme est apparu. Pourquoi? Parce que ce fameux cousin qui avait disparu dans les colonies, je ne sais où, revient un jour, et c'est le jour où il revient que le symptôme apparaît, c'est-à-dire, voilà, cette colère qu'il a éprouvée à l'égard de cette petite fille qu'il n'a pas exprimée, mais comme il est très bien élevé, il ne l'exprime toujours pas, mais ça devient un symptôme névrotique. Dès qu'il voit un couteau, il croit qu'il va tuer sa femme. Mais il l'aurait jamais tué. C'est pas un assassin, c'est un symptôme névrotique. C'est une espèce de phobie du couteau. Bon, puis à la fin, il laisse éclater sa colère en échangeant avec le psychanalyste, en découvrant la cause de son... Et alors, il prend le coupe-papier du psychanalyste et il mime le geste de violence, et immédiatement, le psychanalyste lui dit « Regardez ce que vous faites, vous tenez un couteau. » Ah bah oui, j'y arrive. Il pose le couteau, et cet homme est guéri. D'ailleurs, ce qui était bien fait dans le film, c'est que cet homme-là faisait chambre à part. Et oui, puisque son impuissance physiologique, sexuelle, était un effet de sa névrose. Donc il ne pouvait pas avoir d'enfant, puisqu'elle avait donné la poupée quand il était petit au cousin. Et une fois qu'il est libéré de sa névrose, hop, ça y est, on le voit à la fin, elle a un enfant, et puis voilà, il est libéré. On pense à Spinoza, d'ailleurs, là. Il a augmenté sa puissance d'être, et sa puissance dans tous les sens du terme, y compris sa puissance sexuelle. Il a augmenté sa puissance d'être par la connaissance des causes qu'il détermine. Donc, regardez cet exemple. Là, vous avez un film didactique. Ce n'est pas le plus grand film de Pabst. Mais ce film-là présente quelque chose sous le titre « Les mystères d'une âme ». Donc c'est un cinéma qui nous invite à voyager dans une âme. D'ailleurs, le rêve du protagoniste principal, vous y assistez, vous voyagez dans son âme. Donc en quoi un tel cinéma serait-il de l'ordre du simulacre? Est-ce qu'au contraire, ça n'est pas un cinéma qui nous donne accès au réel? En tout cas, à une réalité d'ordre métaphysique, une réalité qui touche à l'âme. Mais vous voyez, tout à l'heure, j'évoquais l'allégorie de la caverne et je vous faisais cette remarque-là. On prête à Platon des fois des théories comme ça. Donc l'allégorie de la caverne, ce serait une métaphore du cinéma, puisque la caverne, c'est la salle obscure, l'ombre, c'est l'ombre sur l'écran, et comme l'ombre nous détourne de la réalité, il faudrait se détourner des ombres, ou se méfier, en tout cas, méfions-nous de ce qu'on voit sur les écrans. Ce qui n'est pas idiot, je ne dis pas qu'il ne faut pas se méfier. Mais enfin, ici, la suspicion à l'égard de l'image serait liée au fait qu'il y aurait dans l'image elle-même, de manière essentielle, quelque chose de problématique à l'égard d'un rapport philosophique au réel. Vous voyez, comme si l'image en elle-même devait philosophiquement, malgré tout, être condamnée. Alors après, on les accepte, on les tolère, mais avec le recul critique approprié qui fait que l'image en elle-même serait condamnable. Quelle prétention! Quelle prétention! Enfin, Platon n'hésite pas à recourir à des images. Pourquoi? Quelle prétention! Parce qu'un être qui pourrait penser le réel et se le représenter sans image serait un pur esprit. Peut-être que Dieu, s'il existe, moi j'en sais rien, mais si Dieu existe, c'est sûr qu'il rêve pas. Et non! Puisque un pur esprit ne se représente le réel que de manière spirituelle, c'est-à-dire finalement conceptuelle. Mais moi, je ne suis pas un dieu. Moi, je suis un être qui pense, mais un être qui pense et qui est emprisonné d'une manière ou d'une autre dans le monde, ou en tout cas ancré dans le monde, sinon emprisonné, par le fait qu'il est aussi un être corporel. Et donc, le rapport que j'ai au réel ne peut pas être un rapport purement conceptuel. C'est un rapport conceptuel quand je fais des mathématiques ou quand je pense philosophiquement telle ou telle réalité conceptuelle. La philosophie requiert le concept. Mais si ce qui m'intéresse est de penser le réel, j'ai besoin de l'image, puisque je ne suis pas un dieu. Donc, il me faut aussi des représentations singulières, concrètes, qui me permettent de saisir ce que le concept ne peut pas saisir, qui me permettent de voir ce que l'entendement ne voit pas. Donc, j'ai besoin de l'imagination. Un philosophe sans imagination, est-ce que c'est encore un philosophe? C'est pas sûr. D'ailleurs, même un grand scientifique, même un mathématicien. Quelle imagination! Pour produire ces représentations du réel, du cosmos, etc., il y a bien cette dimension sensible, la dimension de l'image. Bon. Donc, si je reprends cette image de l'allégorie de la caverne de Platon, c'est peut-être là pour se dire, mais non, peut-être que le cinéma, l'ombre au fond de la caverne, ça peut être une porte d'accès au réel. Un réel dont la teneur n'est pas empirique, sensible, mais dont la teneur est bien métaphysique. Métaphysique. Mystère d'une âme, le voyage dans l'âme, le dialogue de l'âme avec elle-même. Les exemples que j'ai pris, me semble-t-il, sont éloquents, mais je vais évoquer maintenant, j'ai deux grands films. Enfin, deux films, dont un qui est vraiment, à mon sens, très grand, un autre qui est un bon film. Enfin, deux films qui sont intéressants au regard de la question qui nous intéresse ce soir. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de dire, il est possible que l'image au cinéma ne soit pas simulacre.
En tout cas, il est possible que l'image au cinéma ne soit pas par nature de l'ordre du simulacre. Après, on peut jouer avec les images pour tendre vers le simulacre, c'est possible. Hein. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que non, il faut peut-être penser l'image au cinéma comme n'étant pas par nature de l'ordre du simulacre. Donc comme n'étant pas par nature ce qui nous détourne du réel. Au contraire, peut-être que l'image au cinéma est déjà un mode d'accès au réel. Peut-être. En tout cas, les exemples que j'ai pris laissent penser que ça pourrait bien de cet ordre-là. Mais peut-être que le cinéma apporte même plus que ça. Peut-être que là, oui, il faut penser l'allégorie de la caverne. Pourquoi ? Parce que l'allégorie de la caverne, c'est une image qui nous met en garde contre les images trompeuses. Mais c'est une image, mais qui nous met en garde contre les images trompeuses. Non pas, il y a des ombres, on fait avec, mais peut-être contre, je l'évoquais à l'instant, ces montreurs de marionnettes qui projettent des ombres. Méfions-nous quand même de ceux qui nous proposent des images qui pourraient bien nous détourner du réel. Bon. Mais peut-être que le cinéma permet ça. Permet d'être une image, la proposition d'une image qui nous met en garde contre les images trompeuses, contre le simulacre. Je vais prendre 2 exemples. Premier exemple, d'abord, un film de science-fiction qui relève de la culture populaire, mais qui est vraiment un film qui a marqué les esprits de cette génération-là. C'est un film de 1999, c'est Matrix. Regardez, vous regardez Matrix. Alors bon, le film, c'est un bon film de science-fiction. À mon sens, alors il est nourri de références, hein, nourri de références philosophiques, esthétiques, enfin nourri. Je dirais même un peu trop, ça finit par être une espèce de jeu intellectuel. On cherche, on en trouve, hein, c'est omniprésent. Alors, Matrix, ça décrit un monde, présente un monde dans lequel les êtres humains vivent, alors, dans des représentations du réel qui ne coïncident pas avec le réel. C'est-à-dire, ils vivent comme vous et moi, là, dans une pièce, par exemple, mais cette pièce n'existe pas. En fait, ils sont allongés dans des machines qui les nourrissent de manière artificielle, et ces machines produisent dans leur esprit les images qu'ils perçoivent comme étant la réalité. Donc, ils vivent dans un monde de simulacre. Vous voyez ? Ils vivent dans un monde de simulacre. Et donc, c'est la machine qui produit ça. Pourquoi ? Parce que les humains ont fabriqué des machines qui se sont autonomisées, elles ont accédé à la conscience, et pour pouvoir continuer, les humains ont essayé du coup de détruire ces machines, et elles, pour pouvoir se maintenir dans l'aide, puisqu'elles sont devenues conscientes, elles ont fait des humains leurs esclaves, en fait. Et elles utilisent les corps humains comme une source d'énergie. Donc chaque être humain est devenu une pile et qui nourrit la machine. Donc ils sont tous dans des espèces d'alvéoles, et les machines puisent leur énergie comme des piles. Mais pour que ça se passe bien de leur point de vue, la machine crée en eux des représentations qui se donnent à vivre comme si il s'agissait de la réalité, donc de véritables simulacres. L'image n'est pas perçue comme une image, mais elle est perçue comme ceux dont elle est l'image. Donc ils vivent, ces êtres humains comme vous et moi, dont ils vont au travail, ils mènent leur vie, etc. Et en fait, ils sont comme une espèce de rêve, mais ils ne le savent pas. Bon. Alors, le film, là, nous met en situation de regarder des protagonistes qui vivent dans un monde de simulacre. Dès le début d'ailleurs du film, vous avez comme ça des références. Vous avez au tout début du film, alors un personnage est sur son écran, et puis quelqu'un le contacte, et puis ça y est, c'est parti. Et vous avez des personnages qui se présentent. Alors il y a une jeune fille, elle a un petit lapin qui est là, qui est tatoué. Alors évidemment, là on pense à Alice au Pays des Merveilles, donc Lewis Carroll n'est pas loin, donc où es-tu ? Est-ce que tu n'es pas dans le rêve de la... Bon. Ensuite, le personnage, il ouvre une espèce de bouquin qui en fait contient des choses, et le titre c'est « Simulacre et simulation ». Simulacre et simulation, c'est un livre de Baudrillard qui a été publié en 1981 en France, et dans Simulacre et simulation, Baudrillard insiste sur ce que les images sont devenues dans notre monde. C'est pas mal sa thèse, hein, ce qu'elles sont devenues. C'est-à-dire que l'image couramment est perçue comme la copie de quelque chose. Image, imago en latin, imitare, ça a la même racine, imitation. Donc l'image, c'est la copie de quelque chose. Mais l'image n'est pas ce dont elle est la copie. Et si je crois que l'image est ce dont elle est la copie, c'est plus une simple image, ça devient un simulacre. Bon. Mais ce que dit Baudrillard, c'est que ces images qui sont des copies de choses sont tellement présentes dans nos vies qu'elles précèdent dorénavant les choses. Vous voyez, il n'y a pas la chose puis l'image de la chose. Dorénavant, il y a l'image puis la chose. Et je vais prendre un exemple. Imaginez-vous, vous arrivez à New York, par la mer, et vous voyez la Statue de la Liberté. Ben, je vous garantis que vous ne la verrez pas. En fait, vous ne la verrez pas comme vous l'auriez vue en 1910. Parce que vous l'avez tellement vue.
tellement vu. Depuis les migrants de Charlie Chaplin en 1911, qui arrivent devant la Statue de la Liberté, jusqu'à, dans les années 2000, Cloverfield, qui est un film comme ça de science-fiction avec la Statue de la Liberté, etc. Donc, elle est omniprésente dans nos vies, la Statue de la Liberté. De sorte que quand on voit la Statue de la Liberté à New York, qu'est-ce qu'on voit? La Statue de la Liberté ou la confirmation d'une image qui est déjà dans notre âme, au point que l'image s'est substituée au réel. Donc, vous voyez, simulacre et simulation. Le bouquin de Baudrillard est déjà une méditation sur la puissance des images qui finissent par prendre le pas sur le réel. Donc, les Wachowski, là, qui réalisent le film, hop, font un gros plan, enfin, donnent aux spectateurs un peu... Comme, vous voyez, ça, c'est du cinéma, il y en a... Celui qui connaît pas, c'est pas grave, il voit le film. Puis celui qui connaît, il est nourri en plus. Je m'adresse à certains en disant, dans une connivence intellectuelle, on se comprend, et puis pour le grand public, on comprend quand même. Léon, au moins... Je peux être je sais pas, un docteur en philosophie ou je peux être un jeune adolescent qui va au cinéma, on est égaux. Mais bon, la petite référence à Baudrillard, quand je la comprends, j'ai une piste, enfin tout ça. Bon, on est entre soi. Mais bon, en tout cas, la référence est intéressante parce que le film lui-même présente un monde où les simulacres ont pris le pas sur la réalité. Parce que c'est ça, Matrix. Chacun vit dans un monde de simulacres. Et alors, ce qui est intéressant dans Matrix, c'est que les simulacres, regardez bien, ils viennent de dehors. Puisque j'ai dit, c'est les machines qui produisent dans l'âme des protagonistes les représentations qui se substituent à la réalité. Donc, le simulacre est produit par l'extériorité. Il vient de dehors, il ne vient pas de dedans. Il vient de dehors. Bon. Il est donc exactement l'analogue de l'idéologie. Marx dit l'idéologie, c'est une pensée qui se croit libre, mais qui est déterminée à son insu par la société. L'idéologie, c'est ça. L'idéologie, c'est ce qui s'impose à mon esprit parce que c'est comme ça. Vous voyez, quand je demande des fois à mes élèves, allez, je dis, écoutez, vous réfléchissez pas. C'est le prof de philo qui vous dit, il y a des moments où il ne faut pas réfléchir. Donc vous réfléchissez pas. Je vous demande, qu'est-ce qu'un sage? Tout le monde voit un monsieur d'un certain âge avec une barbe blanche qui... Voilà. Donc, personne ne voit une femme. Oui, mais vous avez dit un sage. Oui, d'accord. Enfin, la sagesse, la vérité, la vertu, la science, là. Donc, je peux toujours mettre des là dans tous les coins. Pourquoi? Mais parce que c'est ça l'idéologie. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends pas compte que je reprends quelque chose qui est vieux comme le monde, au sens où la culture étant un instrument du pouvoir, évidemment, elle était un des attributs de la masculinité. Oui, mais ça veut pas dire qu'une femme peut pas philosopher. Ça veut dire... C'est un bon moyen d'ailleurs de s'en sortir aujourd'hui. Il faut donc lire les philosophes comme si... Et c'est un test, hein. Est-ce qu'une femme aurait pu l'écrire? Voilà, comme ça. Et là, on teste, hein, parce que si on répond non, là, on a affaire quand même avec un truc idéologique. Si on répond oui, par exemple, je pense donc je suis de Descartes, je vous garantis que homme ou femme, ça ne change rien. Donc là, on s'en fiche que Descartes s'appelle René. Ou alors on ajoute un E à René, puis ça ne change rien. Vous voyez, non, mais je dis ça parce que... Enfin, je m'adresse aux jeunes gens, là. Ça va venir. Non, mais ça va venir. C'est-à-dire que la question va se poser de savoir pourquoi dans le programme de philosophie... C'est déjà venu, hein, mais pourquoi est-ce qu'il faut un quota? Est-ce qu'il faut... Peut-être que la solution, c'est de dégenrer le texte, et puis comme ça, on n'en parle plus, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Sachons qu'il y a de l'idéologie, débusquons l'idéologie, et on y va, on peut réfléchir. Hein. Donc le film, là, c'est comme une... Vous voyez, c'est une mise en garde contre le simulacre, en tant qu'il est un produit de la société. Donc, c'est une image qui nous met en garde contre des images qui peuvent se substituer au réel. Donc le cinéma, non seulement ne serait pas lui-même simulacre, mais il serait même un moyen de combattre les simulacres. Si je prends Matrix, c'est même vous voyez, c'est pas seulement un voyage dans l'âme, c'est un voyage qui dit attention. D'ailleurs, c'est amusant parce que Matrix, c'est quasiment un anagramme de Marx. De Marx, eh oui. Et alors Marx qui dénonce l'idéologie, mais on peut penser aussi au système totalitaire marxiste dans lesquels les images se sont imposées comme étant la réalité elle-même. Vous voyez? Donc c'est un système totalitaire que décrivent les Wachowski, là. C'est un système totalitaire. Là, à cet égard, le film est politiquement intéressant. Vous voyez, là, il dit quelque chose. Je crois que mais peut-être que je suis dans la matrice, en fait. On pense à Baudrillard. Je crois, mais en fait, peut-être que je suis un effet de la société. Premier film. Deuxième film, alors, celui-là, il est absolument génial. Hein. C'est un film de David Lynch qui s'appelle Mulholland Drive. Mulholland Drive de David Lynch. Alors ça, c'est un morceau. Alors, Mulholland Drive de David Lynch, là, on est en 2001, alors c'est 2 ans après. Alors, 2 mots sur le film. Bon, c'est un film, je vais vous donner une clé, hein, mais si on l'a pas, le film, on peut le voir 15 fois avant de comprendre.
Quand on voit le film, on comprend rien, enfin, mais rien. D'ailleurs, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? C'est sans queue ni tête. On voit une jeune fille, elle arrive à Los Angeles, il lui arrive des aventures, et puis elle voit une morte, puis finalement c'est elle, puis pas elle, et puis on comprend rien. Bon. En fait, je vous donne la clé. Premier plan du film, vous avez une jeune fille qui danse dans une espèce de surprise party, pas du tout de rêve party, une surprise party dans un monde américain provincial, traditionnel. Et elle est heureuse. Bon. Et tout le monde l'applaudit. Donc, elle est au centre de la chose. Et puis ensuite, vous avez un deuxième plan. Alors là, c'est assez étonnant. Il passe très vite. Celui-là, on le loupe. Et quand on le loupe, on ne comprend plus rien à la suite. Deuxième plan, vous avez un zoom avant vers un oreiller. Et vous entendez un souffle. Vous l'avez vu dans sa mémoire. Là, elle vient de s'endormir. Et donc, à partir de là, vous êtes dans son rêve. Alors, si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien du film. Et donc, elle arrive à Los Angeles. Et alors, à ce moment-là, elle est radieuse. Il fait beau, etc. Alors, Lynch est absolument génial parce qu'il vous met en scène des personnages un peu mystérieux, ici ou là, un peu bizarres. Mais on se dit, bon, c'est l'artiste, il fait des trucs bizarres. Non, 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 rien n'est là par hasard. Ces personnages sont un peu bizarres parce qu'elle est en train de rêver. Donc, c'est sûr que dans les rêves, les personnages sont parfois un peu surprenants. Bon. Et vous suivez l'histoire de cette femme qui est une starlette, qui arrive à Hollywood et qui veut réussir dans le cinéma, etc. Elle va rencontrer une jeune femme en grande difficulté, qui est amnésique, qui est très jolie, et dont elle tombe éperdument amoureuse. C'est réciproque. Et elle aura à l'égard de cette femme une attitude protectrice, elle va essayer de comprendre d'où vient son amnésie, elle mène l'enquête. Enfin, elle est extraordinaire. D'ailleurs, elle a un côté Hitchcockien. C'est l'actrice qui joue ça, plomb. Enfin, Hitchcockien, extraordinaire. Elle joue à merveille, d'ailleurs, quand elle interprète ses rôles, passe des castings, etc. Jusqu'à la fin du film, où on va comprendre, si on a bien compris le début du film, qu'on était dans son rêve, que la femme dont elle rêve, qui est amnésique en réalité, est la femme qu'elle aimait effectivement, mais elle l'a tuée. Donc vous êtes dans l'âme de quelqu'un qui a commis un assassinat. Vous êtes dans l'âme d'une meurtrière qui a commis un assassinat. Et vous voyagez dans son âme. Et c'est un personnage génial, évidemment. Vous savez, c'est comme aux assises, hein, l'assassin, finalement, il l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il était bien obligé de le faire. Tu vois bien où vous voyez, c'est comme le tyran domestique, tu vois bien ce que je suis obligé de faire maintenant, à cause de toi. Vous voyez, c'est ça. Une espèce de capacité auto-centrée du tyran, enfin, même en politique, c'est pareil, hein, moi, et puis heureusement que je suis là, parce que sinon, regardez ce que je suis obligé de faire. Je suis obligé de vous déporter, vous vous rendez compte? Alors que si vous me suiviez, tout ça se passerait tellement bien. Bon. Et donc, ce personnage magnifique du film de Lynch est en réalité une femme meurtrière qui a tué la femme qu'elle aimait, mais pas qu'il ne l'a pas tuée par accident, qui a organisé son assassinat, qui a payé un tueur à gages. Vous voyez? Et donc, vous voyagez dans une âme. Et là, vous vous dites, peut-être que je suis dans l'âme d'une meurtrière, mais qui rêve et qui produit des images mobilisées par un inconscient. Eh ben non, moi, il me semble pas. Quand vous regardez bien le film, c'est pas ça. Là, vous n'êtes pas dans les mystères d'une âme de Pabst. Vous êtes ailleurs. Lynch n'est pas freudien, je pense pas. En fait, elle rêve, mais tout au long du film, vous avez des scènes étonnantes de personnages qui surgissent, qui sont très inquiétants. On frappe à la porte brutalement, vraiment brutalement. Ça frappe brutalement. Donc, elle va à la porte, on ouvre, il y a un personnage. Bon. Autrement dit, elle est toujours prête à se réveiller. Mais elle ne se réveille pas. Parce que quand elle va se réveiller, le poids de sa culpabilité va lui retomber dessus. Non seulement la culpabilité d'avoir tué, mais le fait d'avoir perdu la femme qu'elle aimait. Donc elle accumule les deux. Vous voyez? Et donc elle fait tout pour ne pas se réveiller. Autrement dit, cette femme est de mauvaise foi. Et donc là, on n'est pas chez Freud, on est chez Sartre. Lorsque Sartre vous parle d'une attitude de mauvaise foi, il vous dit quoi? Il vous dit un être humain est un être de liberté. Est un être qui se fait être par ses choix, par ses engagements, par ses actions. Un peu comme un peintre qui peint sa toile, nous produisons nos vies en ajoutant touche après touche les éléments de notre existence. Mais ayant fait cela, évidemment, nous sommes responsables de ce que nos vies sont et de ce qu'elles deviennent. Et c'est lourd à porter. Personne ne s'intéressera jamais aux pièces que Racine n'a pas écrites, sauf peut-être quelques intellectuels qui cherchent les œuvres fantômes, et personne ne s'intéressera jamais aux décisions que je n'ai pas prises, à ce que je n'ai pas fait. Mais par contre, ce que j'ai fait, et qui est le produit de ma volonté, ça, c'est entré dans le monde. Et il faut que je vive avec. Et j'en suis responsable. Et c'est lourd à porter. D'où la mauvaise foi. La mauvaise foi consiste à nier sa liberté,
À dire, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, c'est mon inconscient, c'est la fatalité, c'est la volonté de Dieu, c'est les Américains. C'est toujours comme ça. Il y a toujours à un moment donné, c'est l'Américain responsable. Moi, j'y étais pour rien. D'ailleurs, si le monde était merveilleux, je serais quelqu'un de tellement extraordinaire. Mais vraiment, vraiment, le monde étant ce qu'il est, c'est sûr que je suis un peu, parfois, un salopard. Mais si le monde, un salaud, au sens sartrien du terme, hein, celui qui recule, d'ailleurs, devant sa liberté. Salaud, c'est plus un gros mot depuis Sartre. C'est devenu un concept philosophique. Donc, l'homme ou la femme de mauvaise foi est cette personne qui nie sa liberté pour se débarrasser du fardeau de sa responsabilité. Eh bien, la rêveuse de Lynch, cette rêveuse est comme une personne de mauvaise foi. Voyez ? Autant le rêveur de Matrix est un rêveur aliéné, autant la rêveuse de Lynch est une rêveuse de mauvaise foi. Elle ne veut pas se réveiller, mais elle est toujours au bord du réveil. Donc elle rêve, bien sûr, le rêve est une prison de l'âme qui se prend à ses propres images, c'est vrai, mais malgré tout, son rêve à elle est tellement près de se cesser. Vous voyez que... D'ailleurs, on le vit ça parfois, vous vous souvenez, ce rêve qui est tellement extraordinaire qu'on ne veut pas se réveiller. On lutte un peu. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment, on rêve, mais on sait quand même qu'on rêve. Mais on ne veut pas que ça soit un rêve. Ou en tout cas, on voudrait que ça continue. Et là, on fait vraiment l'expérience du simulacre. Le simulacre, c'est le rêve éveillé. Le simulacre, c'est le rêve éveillé. C'est pour ça qu'en politique, le simulacre, c'est absolument terrifiant. C'est le rêve éveillé. Vous voyez ? Oh, je ne peux pas résister. On a gagné. Mais vous avez perdu. Non, on a gagné. Mais j'ai tellement envie d'entendre ça. Et le simulacre, c'est le rêve éveillé. Et donc, voilà, on a gagné. Il suffisait de le dire. Vous voyez, parce que gagner, ça veut dire quelque chose en démocratie. Hein, c'est pas avoir 20, 15, 10, c'est 50 plus 1. Vous voyez. Donc, le rêve éveillé de la rêveuse de Lynch, alors c'est un rêve, c'est plutôt un éveil endormi, vous voyez, qu'un rêve éveillé, puisque malgré tout, elle est prisonnière de son rêve, en partie. Hein, mais il y a ces moments, et vraiment, si vous voyez le film, moi, je vous invite à le voir, hein, c'est absolument magnifique. Hein. Là, vous avez un très, très, très grand film qui fait voyager le spectateur dans l'âme d'une femme. Vous voyagez dans une âme. Et donc là, vous avez non seulement un film qui vous fait voyager dans une âme, qui est donc le contraire du simulacre, puisqu'il vous donne accès à quelque chose qui est de l'ordre d'un ressort de l'âme humaine. Parce que ce que vit cette femme, c'est ce que potentiellement tout être humain peut vivre, puisque potentiellement, si le film est sartrien, nous sommes tous à la fois le saint, le salaud, l'assassin ou la victime. Nous sommes tous potentiellement ça. Et nous avons à ne pas être ici, mais plutôt à être ailleurs. Et donc nous visitons notre âme en visitant l'âme de cette femme-là. Et donc, c'est pour ça qu'on sort de là, pas tout à fait indemne d'ailleurs, parce que, donc, dans les ressorts, dans les replis de l'âme humaine, il y a aussi ça. Il y a aussi ça dans les replis. C'est les replis que je n'ai pas envie d'explorer en moi-même. Bon, mais il y a un deuxième élément du film. Non seulement je voyage dans une âme, ce qui me donne accès au réel, mais je voyage dans une âme d'une manière telle que je suis mis en garde contre le simulacre. Mais contre les simulacres, non pas qui viennent de dehors, comme dans Matrix, les simulacres qui viennent de dedans. Parce qu'il y a les simulacres qui sont produits par l'extériorité, les simulacres de l'idéologie, les simulacres de la mécanique sociale, qui fait qu'on est porté à croire en ceci plutôt qu'à cela, en général, parce que ça répond à nos questions, à nos inquiétudes. Mais il y a d'autres simulacres, peut-être plus pernicieux encore, qui sont ceux que nous produisons nous-mêmes. C'est pour ça que la formule de Sartre, là, est très éclairante. Ces simulacres que nous produisons sont des mensonges que l'on se fait à soi-même. La question devient, mais comment un esprit peut-il se mentir à lui-même ? Mais il peut se mentir à lui-même en se prenant à son propre jeu, comme dans un rêve. C'est pour ça que l'idée d'une mise en scène de la mauvaise foi, si tant est que mon interprétation soit la bonne, hein, parce que le propre des artistes, c'est qu'ils vous disent jamais. Vous savez bien, ils vous donnent jamais le mode d'emploi. Mais... si tant est que mon interprétation soit la bonne, c'est que vraiment le cinéaste nous invite à méditer sur notre propre capacité à générer en nous ces illusions. Et là, le film prend une teneur authentiquement philosophique. C'est l'ombre, d'accord, mais c'est une ombre qui nous ouvre à la réalité. C'est pas une ombre qui nous détourne du réel. Et je prends une ombre, pourquoi ? Parce que le cinéma, c'est l'ombre et la lumière, dans la salle obscure. Mais c'est une ombre qui ouvre, au contraire, sur le réel. Et vous avez un analogue de ça, évidemment, chez les plus grands. Hitchcock, Vertigo, 1958. Cet homme tombe amoureux de cette femme qu'il suit et il assiste à sa mort parce que, ayant le vertige, il n'a pas pu venir à son secours. Bon,
Et puis, ensuite, il est hospitalisé, et puis, dans un hôpital psychiatrique, et puis ensuite, il va retrouver une femme qui lui ressemble, il va reconstituer la femme qu'il a aimée, et puis on va apprendre que la femme qu'il a reconstituée, c'est la femme qu'il a aimée, mais il a été piégé. En fait, le mari a tué cette femme, il lui a fait croire que... il suivait sa femme, en fait, il suivait une espèce d'actrice. Bon. Mais pourquoi je dis ça? Parce que, bon, on peut voir ce film comme un thriller. Moi, je vous soumets un élément d'interprétation possible. Alors, imaginons la situation suivante. Cet homme suit cette femme. Il tombe amoureux d'elle. Il assiste à sa mort. Et d'ailleurs, dans la première partie du film d'Hitchcock, ça se passe à San Francisco. Toute la ville, on monte, on descend avec les voitures. Il y a des plans séquences très très longs avec la musique. Alors, la musique extraordinaire. C'est comme dans les films italiens. Alors là, on ne parle pas beaucoup. Il y a de la musique. Et vous suivez... Et d'ailleurs, vous voyez la ville filmée derrière le pare-brise de la voiture. Donc vous avez un écran dans l'écran. Et vous voyez ce que voit le protagoniste. Donc il tombe amoureux de cette femme. Elle est sophistiquée, magnifique. Quand elle surgit dans le restaurant, la première fois qu'il la voit, le décor lui-même rougeoie. Enfin, vraiment... C'est un amour fou. Bon, il assiste à la mort de cette femme. Il n'a pas pu la sauver. Pourquoi? Parce qu'il avait le vertige. Bon, parce que vertigo. Et donc, il n'a pas pu la sauver. Et ensuite, il va être jugé pour ça. C'est-à-dire qu'au moment du jugement, le juge va dire « Bon, évidemment, vous n'avez pas pu la sauver à cause de ce symptôme, tout ça. » Enfin bref, il a le poids de la culpabilité. Il est hospitalisé, il sort de l'hôpital, et d'un seul coup, la ville est plate. Vous voyez dans le film, la ville est plate. Question. Alors, il va retrouver une femme, il l'habille, et puis l'ayant rhabillée comme elle l'était, il la coiffe, etc., il retrouve la femme qu'il aimait, et il comprend en fait qu'il a été manipulé. Vous voyez ? Mais et si, en fait, elle était vraiment morte? Et s'il ne pouvait pas vivre avec le poids de la responsabilité? Et si, dans la deuxième partie du film, on voyageait dans son âme? Et si c'était un rêve? À ce moment-là, il se sauve. J'y suis pour rien, c'est pas de ma faute, j'ai été manipulé. D'ailleurs, à la fin du film, elle meurt, elle tombe du clocher, elle meurt une deuxième fois. Il voit 2 fois mourir la femme qu'il a aimée. On peut imaginer que cet homme, dans son hôpital psychiatrique, est condamné pour l'éternité à faire le même rêve. Vous voyez? Mais bon, hypothèse de lecture du film, mais qui serait très lynchienne. En tout cas, il est possible que Lynch a bien vu Vertigo comme ça, parce que dans Mulholland Drive, ce qu'il nous présente, alors là, pour le coup, c'est ça. Vous êtes dans l'âme de quelqu'un qui a tué la personne qu'elle aimait. Donc, ça nous permet de conclure que le cinéma, par sa nature même de réalité artistique, passant par des instruments techniques qui donnent l'impression d'avoir accès à une réalité, puisque le cinéma saisit à la fois un espace, un temps, un peu comme dans notre expérience commune. Le cinéma, au premier abord, pourrait sembler être une espèce de machine à produire des simulacres. En réalité, un cinéma authentique n'est pas ça. Un cinéma authentique, c'est un art qui nous permet de voyager dans l'âme humaine et qui, par conséquent, nous donne accès à la réalité de l'humanité. Et là, on voit la différence qu'il y a entre un film et puis une image, par exemple, un terroriste qui prendrait avec son portable le film de la jeune fille qu'il va massacrer et qui va mettre ça en ligne sur Internet. Vous voyez la différence? C'est que le cinéaste, lui, il va produire une image qui vous ouvre à une réalité. Donc une image qui, en tant qu'image, n'est pas tout à fait dans l'ordre des choses. Parce que c'est une production de l'esprit, qui s'adresse à l'esprit. Alors que le terroriste dont je parle, lui, il est mu par une passion. Il va détruire une personne, il va filmer la personne, il va la mettre sur Internet. Celui qui voit cette image ne voit pas d'image. C'est pas une image. C'est un élément du monde. C'est plus une image. Elle est morte. Vraiment. Donc le cinéma, c'est terrifieur, interdit aux moins de 18 ans. Après ce qui a circulé sur Internet, on comprend un peu le censeur peut-être, mais bon, peut-être qu'il faut vraiment réfléchir à ceci, que nous sommes dans le monde des images, et qu'il faudrait peut-être que l'éducation nationale introduise une vraie culture de l'image, c'est-à-dire apprendre à vivre avec les images, et notamment apprendre que les ombres au cinéma sont porteuses de vérité. On pourrait peut-être conclure comme ça, en disant que le cinéma, penser le cinéma, vraiment penser le cinéma, c'est penser qu'il existe aussi une vérité des ombres. Et je vous remercie de votre attention.